Hey, salut, c'est Max. Aujourd'hui, on va parler de super-héros et de bandes dessinées françaises. C'est pourquoi, avant de commencer la vidéo, j'aimerais mettre en avant un projet de BD Made in France, par le scénariste d'Overkiller, que je vous ai déjà présenté à moult reprises. Du nom de Wilson Nebula, cette nouvelle série est un hommage assumé à la science-fiction des années 70, comme Cobra, New York 1997, ou bien encore au magazine de bande dessinée Métal Hurlant. Mais puisqu'une image vaut 1000 mots, voici la bande-annonce du projet. Si ce projet vous charme autant que moi, je vous invite à soutenir ces artistes en cliquant sur le lien disponible dans la description de la vidéo. Mais maintenant, attaquons-nous au sujet du jour. Si pour la majorité des gens, il est une évidence que Superman soit le premier super-héros, pour d'autres, il n'en est rien. Apparu dans les bandes dessinées Action Comics numéro 1 en 1938, ce surhomme à la double identité et au costume extravagant et bariolé semble être la représentation parfaite du super-héros aux yeux du monde actuel. Et pourtant, il faut comprendre que celui-ci n'est pas tout à fait le premier de sa catégorie. Et si les super-héros existaient bien avant Superman, avant la création des comics, et si les premiers super-héros étaient même français? Vous vous demandez probablement pourquoi je me pose cette question, qui semble pourtant avoir une réponse déjà connue de tous. Eh bien, c'est à force de lire des comics, de faire des recherches pour mes vidéos, mais aussi suite à la lecture de l'œuvre La Brigade Chimérique, que j'ai remis en question la désignation de premier super-héros pour l'homme à la cape rouge. De nombreuses personnes, persuadées que l'homme d'acier ne méritait pas tout à fait son titre, ont déjà tenté de répondre à la question de qui est le véritable premier super-héros. Les réponses sont parfois très différentes les unes des autres. Et pour cause, les informations peuvent parfois dater de plusieurs dizaines d'années, voire même de siècles. Et je n'ai pas la prétention de pouvoir répondre à cette question, ni de détenir la vérité, cependant j'avais envie de vous partager quelques informations, afin de peut-être vous apprendre que la France a eu un rôle très important dans l'élaboration de ce que l'on nomme aujourd'hui les super-héros. Et vu que c'est un sujet très compliqué, très vaste, que je dois aborder de manière concise et accessible au plus grand nombre, je vais me faire aider par Matt, lecteur chevronné depuis les années 90, professionnel de la radio et du podcast depuis 2013, expérimenté dans l'art de la critique de comics depuis 2012, youtubeur, blogueur et plein d'autres choses. Il est aussi et surtout, comme moi, un amoureux de la Brigade Chimérique. Oui, enfin, un amour platonique, je tiens à rassurer tout le monde. Si l'on s'intéresse à l'étymologie du terme super-héros, Clark Kent semble n'être qu'un héritier d'une longue liste de personnages disposant de capacités et œuvrant au service de la communauté. Mais avant de s'attaquer à ce qu'est un super-héros, est-ce que l'on peut déjà essayer de se mettre d'accord sur ce qu'est un héros? En grec, le mot héros signifie chef de guerre, ou bien demi-dieu, là où en latin, ce terme permet aussi de qualifier des hommes de grande valeur au-dessus des autres. Côté Grèce antique, on pense bien évidemment à la mythologie d'Héraclès, dit Hercule, capable de tuer un lion à main nue, mais aussi de vaincre des monstres bien plus impressionnants, comme l'hydre ou le cerbère. Mais bien des siècles avant Hercule, un certain Gilgamesh apparut dans la mythologie mésopotamienne. Roi cruel et violent avec son peuple d'Uruk, celui-ci se retrouve à affronter un puissant homme sauvage créé par les dieux. En quête de l'immortalité, Gilgamesh découvre que la seule façon pour lui de perdurer est de rester gravé dans la mémoire du peuple. C'est ainsi qu'il finira par utiliser sa puissance, ses connaissances et sa sagesse pour aider sa communauté, et ainsi devenir une légende, un héros. C'est donc à la suite de la création de ce genre de personnages que sont apparus les surhommes, disposant d'une partie des pouvoirs des dieux, dépassant donc les normes humaines. Mais maintenant que l'on sait ce que c'est qu'un héros, il est grand temps de s'attaquer aux super-héros. Un super-héros, c'est assez facile à définir. C'est un personnage qui a des super-pouvoirs et... Du coup, Batman qui n'a pas de super-pouvoir, c'est quoi? Ah ok. Alors, un super-héros, il a un masque, ou au moins un costume.
Pas nécessairement, certains comme le Phantom Stranger, Constantine ou bien encore le professeur Xavier ne portent rien d'autre qu'un simple costume chemise-cravate. Il y a aussi ceux qui ne portent rien du tout, comme l'homme invisible, pour des raisons évidentes d'invisibilité, et même des personnages inhumains, comme Groot, Swamp Thing et compagnie. Ah du coup il a pas forcément une identité secrète non plus alors. Eh bien non. Effectivement, certains sont même dans l'annuaire comme Luke Cage qui loue ses services comme n'importe quel artisan finalement. En fait, les caractéristiques d'un super-héros sont multiples et pas obligatoires entre elles. Le personnage peut avoir une cape, un masque et des super-pouvoirs. Le personnage peut avoir une identité secrète et des ennemis récurrents. Il peut être porteur d'un sens inné de la justice et se placer au service de la veuve et de l'orphelin. Un super-héros, c'est un personnage qui répond à plusieurs de ces critères, mais qui ne les embrasse pas tous. Voilà, et donc techniquement, il semblerait que le premier super-héros occidental soit probablement le Comte de Monte Cristo. C'est en tout cas ce qu'on lit dans Super-héros, une histoire française, le bouquin du journaliste Xavier Fournier. Dans l'Hexagone, à la fin du 19e siècle et au début du 20e, il existe pas mal de héros aux facultés hors normes dans la littérature populaire. Des spectres, des passe-murailles et même des hommes invisibles commencent à peupler des récits d'aventure destinés à la jeunesse. Parmi eux, on y trouve le capitaine Nemo de 20 milieux sous les mers en 1870, Vega la magicienne en 1909, Fantomas en 1910, le Nyctalope 1911, L'homme truqué 1921, La Palmyre de Bâle 1924 ou bien encore Félifax en 1929. Félifax, c'est quoi ce nom sérieux? Sans équivoque, de nombreux romanciers, provenant de bien d'autres pays, se mettent à inventer des personnages héroïques. On retrouve notamment Guy Berne du roman Le Nouvel Accélérateur de 1901, le Dr Jekyll et Mr Hyde de 1886, dont on parlera bientôt dans une nouvelle vidéo, ou bien encore L'Homme Invisible de 1897. Après, il faut se dire qu'on ne parle là que des récits occidentaux et que les héros hors du commun existent aussi dans d'autres cultures. On ne va pas prétendre qu'il n'y a pas de super-héros africains par exemple, c'est juste que nous, on ne les connaît pas assez pour en parler ici. Exactement, je pense notamment à Sun Wukong, le singe magique, puissant et immortel provenant du roman chinois La Pélégrination vers l'Ouest, datant du XVIe siècle. Qui a notamment inspiré de nombreux personnages, comme Sangoku de Dragon Ball. D'ailleurs, si vous connaissez des super-héros africains, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce. Ça nous soutient pour notre travail. Au début du XXe siècle, un concurrent solide au roman voit le jour. Des magazines du nom de Pulps sont imprimés sur du papier peu coûteux et proposant des récits d'aventure en tout genre, vendus à très bas prix. C'est dans leurs pages, entre 1919 et 1934, que l'on y découvre Spider, Black Bat, The Shadow, ou bien encore le fameux Zorro. Des personnages qui seront des inspirations certaines pour de nombreuses futures créations super-héroïques. Ces mêmes personnages qui continuent à être exploités à la télé ou au cinéma. Tu ne connais pas le film The Shadow? Je connais son existence mais jamais vu. Par contre, je connais très bien le film Le Fantôme du Bengale, personnage de comics inventé dans les années 30, un peu avant l'apparition de Superman. Mais The Phantom n'était pas le seul. Il y avait aussi Flash Gordon, Mandrake le magicien, ou bien encore le super-héros français Fantax, qui lui pointe le bout de son nez en 1946, donc juste après la guerre. Mais le 16 juillet 1949, c'est toute l'industrie qui va être touchée par la mise en place d'une loi visant à réguler la violence dans les livres et la presse jeunesse. Sortie de la Seconde Guerre mondiale, depuis quelques années seulement, la France décide de favoriser la production nationale, surtout du côté de la littérature, et plus particulièrement de celle destinée aux enfants, afin de faire de ses citoyens de vrais petits patriotes, enrichissant leur pays. Afin de stopper indirectement la vente de comics, une loi ayant pour but d'éloigner toute forme de violence au jeune public va être votée, car s'il y a bien une nation qui produit et vend en masse du contenu brutal en France, ce sont bien les États-Unis. La vente de production de papier en provenance de l'oncle Sam va de ce fait baisser drastiquement, et pour cause, la nouvelle loi va s'attaquer, bien avant le Comics Code Authority américain, aux super-héros adeptes de la castagne. Jugés violents, risquant de choquer le jeune public, dépeints comme favorisant la délinquance juvénile et même soupçonnés d'atteindre les bonnes mœurs, la démocratisation des comics en France venait tout d'un coup de prendre fin. En effet, avec l'interdiction de montrer toute forme de crime, de violence, de mensonge, de haine, ou même à entretenir des préjugés ou autre chose de nature à démoraliser l'enfance, les super-héros n'avaient plus de raison d'être, s'ils devaient maintenant vivre dans un monde utopique. Mais la France n'était pas le seul pays à voir les comics d'un mauvais œil. C'est pourquoi, dès les années 40, l'association des éditeurs de magazines de bande dessinée américaines rédige un code d'éthique et de normes afin que les publications se réconcilient avec les parents des lecteurs du plus jeune âge. Cependant, ce dernier ne sera pas appliqué par les artistes ni par les éditeurs.
Afin d'avoir un réel contrôle sur les publications des comics, le magistrat Charles Murphy instaure le Comics Code Authority quelques années plus tard, en 1954, en réponse à l'inquiétude généralisée du public concernant la violence dans les bandes dessinées. Mais tout ça arrive bien trop tard, car depuis le début des années 40, la France pointe du doigt des personnages très populaires comme Tarzan et Superman, désignés comme ennemis des bambins tricolores. L'un est considéré comme un sauvage colonialiste, tandis que l'autre semble être trop étrange pour les jeunes Français, d'où son changement de nom en Yordi. Mais aussi, il rappelle un peu trop la fascination du surhomme et de la race supérieure de certains partis politiques classés dangereux, responsables de la Seconde Guerre mondiale. C'est en majeure partie pour cette raison que le célèbre personnage du Nyctalope va disparaître des bouquinistes, puisque son auteur, Jean de la Hire, ou bien Adolphe d'Espy, de son vrai nom, Comme par hasard. sera condamné pour fait de collaboration avec l'Allemagne nazie. Oh pétain! Ok, on est donc dans une France qui bloque l'importation des comics et qui se méfie de ce que pourrait être un surhomme. De toute façon, il n'y a pas de surfemme, ça n'existe pas encore. Bref, c'est un sale temps pour les super-héros. C'est ainsi que la plupart des héros et super-héros français vont disparaître en quelques années seulement. Cette adoration des Français pour les super-humains ne reviendra jamais vraiment à un tel niveau de succès. La prochaine vague populaire viendra d'Asie, avec l'arrivée des animés japonais et des mangas dans les années 70 et 80. Ils vont évidemment eux aussi être considérés comme les ennemis publics par les institutions. Et ils vont même se mettre à dos Ségolène Royal, dans un combat qu'elle aura perdu. Un de plus. Mais en dépit de tout ça et de l'incroyable triomphe dans l'hexagone des adaptations de personnages de comics au cinéma ou en jeux vidéo, les chiffres de vente des comics n'atteindront plus jamais des sommets. Et pire encore, les auteurs français vont être très timides quand il s'agit de créer du super-héros made in France. Bon, il y en a certains, comme Super Dupont, le garde républicain ou même Badass, mais ça reste quand même très rare. C'est d'ailleurs un constat qui frappe le scénariste Serge Lehmann. Lui va alors tenter d'expliquer la disparition des surhumains européens. Il mélange des personnages réels, des auteurs et des super-héros de l'époque dans une BD, celle dont on parle aujourd'hui et qui s'appelle... Né dans les années 60 dans une banlieue de Paris, Serge Lehmann fut initié dès l'enfance à la littérature, et plus particulièrement à la science-fiction et aux bandes dessinées telles que Strange, ou bien encore le légendaire magazine Métal Hurlant. 97, ou bien encore au magazine de bande dessinée Métal Hurlant. Ah non mais ok, tout est lié en fait. Je suis complotiste mais bon, quand même quoi. Dans les années 80, il va créer une émission radio dans laquelle il va rencontrer pas mal de stars de la BD. C'est pourquoi il va très vite avoir envie de devenir lui-même auteur. Il commence alors à écrire dans des fanzines, puis va finalement continuer de s'approcher de cet univers en travaillant dans une librairie. Eh ben tu vois, ça, je le savais pas. C'est en 1990, après ses études d'histoire et de sciences, qu'il va se mettre à écrire de nombreux romans, articles et nouvelles. Puis en 2009, il va se lancer dans la bande dessinée, avec la Brigade Chimérique. Ce projet de BD est le fruit d'une question que l'auteur s'est posée dans sa jeunesse, lorsqu'il lisait des Strange. Les super-héros, la science-fiction et le merveilleux scientifique sont-ils des genres purement américains ? C'est finalement bien des années plus tard, en tant qu'écrivain de science-fiction, qu'il prit enfin le temps de rechercher la réponse à sa question, en s'intéressant à l'histoire du genre super-héroïque. Il a alors lu des centaines de textes parus avant les années 50 et a découvert tout un tas de surhommes littéraires français. Mais alors pourquoi, malgré toute sa puissance en Europe, la BD franco-belge avait abandonné le super-héros ? C'est alors qu'il eut l'idée de revisiter la disparition des super-héros en Europe dans une allégorie fantastique. Et si les surhommes avaient bel et bien existé, mais qu'ils avaient totalement disparu de la mémoire collective au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. En plus de revisiter l'histoire, il va réussir à établir une relation entre l'ascension du nazisme, la fin du super-héros européen et l'émergence des héros américains. Non mais attends, quoi ? C'est les nazis qui ont fait disparaître les super-héros français ? En plus de multiplier les références littéraires à tout un tas d'œuvres citées plus tôt dans le second chapitre de cette vidéo, Serge va s'amuser à mettre en scène, aux côtés de héros de fiction, de véritables personnages historiques issus des milieux littéraires et scientifiques comme le couple Joliot-Curie, André Breton ou Django Reinhardt. D'autres seront l'incarnation ou la représentation de personnages ou d'événements marquants de cette époque, comme le vilain La Phalange qui représente la guerre civile espagnole de 1936. La Brigade Chimérique est une bande dessinée marquante, généreuse, très dense, aussi bien en termes d'univers, de personnages, de situations, de sous-textes et d'aventures que je ne peux que vous conseiller de lire. Si la plupart des gens comparent cette série au comics La Ligue des Gentlemen Extraordinaires d'Alan Moore, je trouve qu'il est bien plus proche d'une autre œuvre de ce même scénariste, Watchmen.
En effet, si la Brigade et la Ligue proposent tous deux un univers où se côtoient des super-héros de fiction du 19 et 20e siècle, la comparaison s'arrête là pour ma part. Avec ce récit qui réécrit l'histoire, qui déconstruit ses personnages, avec son héros surhumain en guise de dernier rempart contre une guerre meurtrière, difficile de ne pas penser à Watchmen, comics pour lequel la Brigade Chimérique n'a pas grand chose à envier, si ce n'est que sa popularité et sa reconnaissance, chose qui manque incontestablement à l'œuvre de Lehman. Si vous êtes passé à côté de cette œuvre magistrale, je vous invite grandement à vous la procurer. C'est toujours disponible en français, bien évidemment, chez Atalante en une intégrale. Et voilà, normalement, arrivé là, on a réussi à vous donner un peu envie de lire la Brigade Chimérique. Vous l'avez peut-être même déjà lu, vous avez trouvé ça super évidemment, et vous voulez en lire plus. Eh bien vous êtes chanceux, puisqu'en 2022, Delcourt a publié la suite de la série originale, nommée cette fois-ci la Brigade Chimérique Renaissance, toujours écrite par notre cher Serge Lehman. Ce dernier réussit brillamment à ramener ses surhommes européens dans cette suite qui se déroule plus de 70 ans après la première histoire. Il est alors grand temps de redonner la connaissance des super-héros à la mémoire collective, afin de lutter contre des monstres qui ont bien décidé, eux, de sortir de l'ombre pour mettre fin au monde. Mais pour étendre son univers au-delà de la Brigade Chimérique, Serge Lehman a ajouté plusieurs histoires à ses mythologies. Il y a L'Homme Truqué, sorti chez La Talente, qui propose une origin story sympa à son personnage, mais un peu trop classique, et qui nous laisse sur notre faim avec son final énigmatique. Pour être clair, j'ai rien compris. Chez Delcourt, on peut trouver 3 tomes consacrés au Nyctalope, dans une série qui s'appelle justement L'œil de la nuit. Bah oui, souci de droit, donc impossible de donner son nom au titre du bouquin. Et c'est au sujet de cette série que nous ne sommes pas tout à fait d'accord. Bah oui, moi j'ai trouvé cette série intéressante et c'est cool de voir le Nyctalope dans un tout autre rôle de celui qu'il incarne dans la Brigade Chimérique. Le personnage a évolué en vieillissant et ça c'est chouette, du coup le temps passe vraiment. Moi je trouve en revanche que l'histoire démarrait vraiment bien avec un rythme soutenu, avec de véritables enjeux mais qu'elle s'enlise très rapidement. Son propos principal est même totalement oublié et l'enquête lancée dans le tome 1 n'est pas résolue à la fin du 3e et dernier volume. Dommage. De mon côté, j'ai trouvé que le travail d'écriture des personnages est plutôt intéressant, mais que l'histoire en elle-même est plutôt anecdotique. Et c'est dommage, car c'était justement l'un des plus gros points forts de la série La Brigade Chimérique. Par contre, j'ai vraiment accroché au second tome, avec un récit un peu plus original, qui réussit à nous tenir en haleine en ajoutant encore beaucoup de lore à cet univers et au Nyctalope. Dommage que le 3e tome soit au niveau du premier, tout en oubliant de conclure la série convenablement. Et alors, pour continuer avec cette idée d'univers étendu, il y a 2 faux amis, puisque la série Metropolis ou la série Masqué, toutes 2 écrites par Lehman et publiées aussi par Delcourt, ne sont absolument pas canon avec l'univers de la Brigade Chimérique. La Métropolis qu'on voit dans ces 2 séries n'est absolument pas la même Métropolis que dans la Brigade Chimérique. Et on peut même découvrir les super-héros français en vrai. Oui, c'est au Futuroscope à Poitiers, l'attraction s'appelle Étincelle, la malédiction de l'Opale Noire, et elle est inspirée du livre Super-héros, une histoire française de Xavier Fournier dont on parlait un peu plus tôt dans la vidéo. C'est l'occasion de découvrir Loisel, Lapache, Fulguros... ou même Fantax, dont je vous avais parlé tout à l'heure. Est-ce qu'on ajoute les récits de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, qui est vite fait cité dans le Nyctalope, ou même les aventures de Superman, qui apparaît un peu dans la Brigade Chimérique? Non mais c'est juste pour être complet, hein. Eh bien non, on peut s'en passer, car comme l'indique un Alan Moore fictif dans les pages de la Brigade Chimérique Renaissance, je ne me soucie plus des super-héros. Alan, quel vieux grincheux. Eh bien voilà, j'espère que cette vidéo, qui aura demandé beaucoup de travail de lecture, de recherche et d'écriture, vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez comment soutenir la chaîne. Merci à vous, merci à Matt, et à très bientôt, Terrien. À très bientôt, Terrien. Tu as un bout de scotch? Un bon scotch après une vidéo, ça fait toujours plaisir.